Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Le moral des troupes de l'armée malienne est au beau fixe. Les forces armées et de sécurité s'engagent à libérer les régions occupées par les assaillants. Le Premier ministre s'en est rendu compte ce week-end lors de sa visite dans la deuxième région militaire. Dr Cheikh Modibo Diarra dit compter sur la détermination des uns et des autres pour accomplir cette mission hautement patriotique. Nos envoyés spéciaux à Ségou, Aliou Touré, Ibrahima Traoré. L'armée malienne, plus que déterminée, s'apprête à relever un défi historique, libérer les régions occupées du nord du Mali. Je vous invite simplement, vous et moi, ensemble, à écrire cette page de notre histoire dont se souviendront les générations à venir. Cette invite du Premier ministre remonte davantage le moral des troupes sur l'ensemble du territoire national. Les militaires l'ont manifesté à Ségou lors de leur rencontre avec le chef du gouvernement. Tous semblent impatients de voir la reprise de l'initiative sur le terrain, une offensive tant attendue également par le peuple malien. Une fois que nous aurons engagé l'initiative, nous aurons repris l'offensive sur le terrain, nous n'avons pas droit à l'échec. Le peuple malien ne le pardonnera pas. Et c'est pour cette raison que nous prenons toutes les précautions pour remettre les équipements à niveau, remettre les formations et les unités à niveau. Et je suis heureux d'apprendre qu'ici que la formation et l'instruction des hommes continuent parallèlement à la mise en condition des matériels. Bonne nouvelle que confirme justement le commandant adjoint de la zone de défense numéro 2 qui estime que ces éléments s'activent nuit et jour pour faire face très vite à l'essentiel. L'instruction des hommes et la mise en condition des matériels se poursuivent. L'octroi de la prime d'opération a largement contribué à la motivation de nos hommes. Ainsi, la plupart des déserteurs ont rejoint leur poste et les cas d'indiscipline ont considérablement diminué dans nos rangs. Le challenge est donc important. C'est conscient de cela et avec une lueur d'espoir que le Premier ministre a pris congé des troupes de la deuxième région militaire. Dans le même chapitre, en 5e région, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Yamoussa Kamara, était hier à Mopti où il était porteur d'un message de soutien et d'encouragement du Premier ministre au nom du gouvernement à la troupe. Le colonel-major Yamoussa Kamara, qui était accompagné par le chef d'état-major de l'armée de terre, a aussi visité des postes de sécurité à la périphérie des villes de Mopti et Sévaré. Le compte-rendu de notre correspondant à Mopti, Jules Sambou Sissoko. Il était 11h05 quand le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel-major Yamoussa Kamara, arrivait à la 6e région militaire Mopti pour sa toute première visite ministérielle à Mopti. Après la revue des troupes, le cortège ministériel prend la direction du PC à l'état-major de l'armée de terre. Ici, le colonel-major a eu droit à une présentation de l'opération Badenko au détail top secret défense. C'est pourquoi la presse a été gentiment priée de prendre la porte. Au terme de ce huis clos, le ministre de la Défense et des anciens combattants s'est rendu sur le terrain au niveau de 2 checkpoints sur la RN6 pour s'imprégner de leur opérationnalisation. Le colonel-major a ensuite rencontré la troupe et précisé l'objet et le sens de cette visite au nom du gouvernement du Mali. Je suis donc venu voir les conditions de vie et de travail des militaires en première ligne et leur porter un message fort, un message d'encouragement et de soutien du Premier ministre et du gouvernement malien. Les échanges ont porté aussi sur la mission de sécurisation sans faille de l'armée, une armée dont l'intégrité morale doit être préservée dans la rigueur et la discipline. Ce que j'ai vu ici me fait chaud au cœur. J'ai trouvé des hommes engagés, des hommes qui n'attendent que le go, que le top du pouvoir politique pour relever le défi et laver l'affront immense qui a été infligé à la population malienne tout entière. Le ministre de préciser également que l'État n'épargnera aucun effort pour soutenir l'armée dans la conquête des 3 régions occupées. À l'armée de jouer toute sa partition, a martelé le colonel-major Yamoussa Kamara. Une nouvelle initiative pour venir en aide aux populations des régions du nord du Mali, particulièrement à celle de Douanza. Il s'agit d'un comité de crise qui vient d'être créé par les élus locaux et nationaux du cercle de Douanza. Les initiateurs ont organisé ce matin même une assemblée générale et au cours de laquelle assemblée, ils ont expliqué les objectifs du comité avant de faire le point de la situation sécuritaire au niveau du cercle de Douanza. Mohamed Diarra.
L'aide la plus précieuse est celle qui provient de soi-même. C'est ce que les ressortissants du cercle de Douanzan viennent de démontrer en venant en aide à leurs compatriotes qui vivent à Douanzan. Un comité de crise est mis en place avec comme but mobiliser les ressources de toute nature pour atténuer les souffrances des frères et sœurs restés sur place. À travers ce comité de prix, nous cherchons à mieux nous mobiliser contre l'envahissement et l'occupation de notre cercle. L'objectif étant de mieux faire connaître la situation sécuritaire et humanitaire du cercle de Douanzan. Nous sommes donc tous interpellés par l'histoire qui vient de s'inscrire comme exigence, une remise en ordre de notre cercle, de notre pays. La situation dans le cercle de Douanzan, tout comme dans les autres localités occupées, est triste. Enlèvements, meurtres, boutiques incendiées, animaux emportés, l'administration pillée et détruite. Voilà à peu près le nouveau visage de la ville. L'école fermée, le centre de santé de référence aussi. En termes de besoins sanitaires, le cercle a besoin de 17 médecins et 20 infirmiers. À la date d'aujourd'hui, seulement 6 volontaires ont donné leur accord. Les discussions sont en cours avec l'ordre des médecins pour commettre des spécialistes, des médecins spécialistes. Des médicaments et petits matériels sont en voie d'acquisition pour parer au manque de produits de santé dans le cercle de Douanzan avec l'hivernage qui se profile à l'horizon. S'agissant de la situation scolaire, les 933 candidats au DEF seront répartis entre 4 sites déjà identifiés par le comité de crise pour pouvoir passer les examens de fin d'année. Pour sortir le Mali de l'impasse, les membres du comité de crise préconisent un sursaut national. L'Afrique unie derrière le Mali un et indivisible, à l'appel du collectif de la diaspora malienne, toute la communauté africaine vivant en Europe a organisé le week-end dernier un grand rassemblement à la Bourse du Travail de Bruxelles pour attirer l'attention de la communauté internationale sur l'indivisibilité du territoire malien et dénoncer les violences du MNLA et autres groupes islamistes dans le nord du Mali. Le collectif à l'initiative de ce rassemblement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il travaille déjà sur des actions futures. Je vous propose d'écouter son porte-parole. Il est au micro de Fatim Diallo. Nous pensons que c'est une histoire de notre pays qui est en train d'être écrite et ayant des plumes bien solides, nous ne pouvons pas rester de simples spectateurs. Voilà pourquoi nous avons organisé cette manifestation pour dire non à toutes sortes de dérives dans notre pays et apporter aussi notre soutien aux populations qui sont en train de souffrir actuellement. Nous nous sommes rendus compte qu'il ne sert à rien de se battre avec des énergies dispersées. C'est pourquoi l'idée du collectif, c'est de rassembler tous les Maliens de la Belgique et aussi toute la communauté africaine vivant en Belgique ici. Et donc nous avons mis un certain nombre d'activités en place. C'est-à-dire le 1er et le 2 juin, nous étions dans un grand concert et Oumou Sankaré était là aussi pour la même occasion. Nous avons profité de ce concert pour lancer l'appel. Nous avons fait des appels aux dons. Les gens sont en train de répondre favorablement. Et aussi bientôt, nous allons faire aussi un autre concert de collecte de dons. Un peu plus loin de Bruxelles, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le procureur de la Cour pénale internationale était en visite. Une occasion pour lui de préciser la procédure contre Laurent Gbagbo, selon laquelle procédure l'ancien président ivoirien peut être considéré comme innocent jusqu'à la tenue de son procès. Le procureur de la CPI a également animé une conférence de presse. Près d'une heure de tête-à-tête entre le président Ouattara et Luis Moreno Ocampo, le procureur de la Cour pénale internationale. Ce dernier doit quitter ses fonctions à la CPI dans 2 semaines. La crise ivoirienne aura été sa dernière affaire. À l'issue de son entretien avec le président, il a affirmé que Laurent Gbagbo doit être considéré comme innocent jusqu'à la tenue de son procès. En ce qui concerne les cas et les affaires, la Cour et le Bureau vont continuer à travailler dessus. Le 18 juin, il y aura l'audience de confirmation des charges qui pèsent sur Laurent Gbagbo. Au cours de la conférence de presse à Abidjan, où beaucoup de questions ont été posées, mais souvent esquivées au moment de répondre, et notamment à propos de personnalités de l'ancien régime ou sur des proches de Ouattara. Il a estimé que les crimes les plus graves commis durant la crise post-électorale ivoirienne avaient été commis par les forces de l'ex-président Gbagbo, dont les avocats ont contesté la compétence de la CPI pour les faits et les périodes visées. Les crimes les plus graves, justement, ont été analysés
et inclut aussi les crimes qui ont été commis à Douéké. La Ligue ivoirienne des droits de l'homme souhaite aussi que tous les crimes commis en Côte d'Ivoire soient pris en compte. Nous avons demandé qu'on remonte jusqu'en 2002. Parce que la crise de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas que la crise post-électorale. Et donc, Dieu merci, avec les autres coalitions de défense des droits de l'homme, nous avons pu avoir gain de cause, puisque aujourd'hui, la Cour a reconsidéré qu'il faut partir de 2002. Le procureur Ocampo est candidat le 29 juin prochain au poste de président de la commission d'éthique de la FIFA. Retour au Mali pour parler de la fin de l'atelier de validation de la 12e revue des projets et programmes du secteur administration territoriale, fonction publique et sécurité intérieure. Pendant 2 jours, les participants ont discuté des sujets permettant de mieux coordonner ces projets et programmes et c'était au gouvernorat du district de Bamako où est allé voir Isaac Tchenou. Cet atelier réunissant les secteurs de l'administration territoriale, la fonction publique et la sécurité intérieure concerne un vaste programme qui englobe 34 projets. Élaboré en rapport avec les partenaires techniques publics et privés, ce projet-programme revêt aujourd'hui une dimension sectorielle. Sur un plan financier, le coût total des projets-programmes du secteur est évalué à 297 milliards 778 millions de francs CFA, avec un financement total acquis de 250 milliards 465 millions de francs CFA. La revue des projets et programmes est devenue depuis quelques années une pratique instaurée au sein de notre administration en rapport avec les partenaires techniques et financiers en vue de permettre à l'ensemble des acteurs du secteur de se retrouver annuellement pour faire le point d'exécution des projets et programmes. Pendant 2 jours de travaux, les participants ont débattu à bâton rompu tous les sujets afin de dégager un nouvel horizon pour ce projet-programme. Vous aviez eu la lourde responsabilité d'examiner l'état d'exécution du portefeuille des projets-programmes de développement de notre secteur, d'identifier les principales contraintes et difficultés qui entravent la mise en œuvre des 10 projets et programmes et de formuler de nouvelles recommandations et mesures en vue d'améliorer leur gestion. Les travaux ont débouché sur plusieurs recommandations, parmi lesquelles l'opérationnalisation du comité de coordination, la déconcentration des crédits pour la réalisation des infrastructures de tutelle et la réalisation des missions de terrain. Une autre session de formation vient de prendre fin à l'Institut français de Bamako. C'est celle des élèves en écriture poétique du projet Un livre pour demain, 5 jours durant. 120 élèves du lycée Dougukolo Konaré de Caille, du collège Émile de la Suisse Camara de Koulikoro et du collège Fatmata Koulibaly de Sangaré-Bougou ont appris des notions, les règles d'or pour écrire un livre. Là-dessus, le reportage de Djemba Moussa Konati. Cette 3e édition du projet Un livre pour demain a pris en compte 120 élèves de 4 collèges du Mali. La formation a permis aux élèves d'apprendre les différentes techniques de la versification et les règles incontournables pour écrire un livre. Les élèves formés ont apprécié à sa juste valeur les leçons qu'ils ont reçues. J'ai appris à faire beaucoup de choses, comme par exemple à rimer des textes. J'ai toujours cru que c'était quelque chose de très difficile et que j'y arriverai jamais. Donc, avec le projet et les ateliers dont j'ai participé, j'ai su faire tout ceci, j'ai su écrire des livres et j'ai su que ce n'est pas quelque chose de difficile. Le slam est un nouveau concept poétique qui s'installe petit à petit au Mali. Il lie l'écriture à l'oralité. Je pense à mes régions du Nord jusque dans mon canal médulaire. Mon pays, face à cette situation, ne connaît que la désolation. Les formateurs insistaient beaucoup plus sur la versification. Il n'y a qu'un seul lycée concerné qui, au lycée, déjà ont fait la versification, mais dans les autres collèges, ils ne font pas de versification. Ce n'est pas au programme. Donc ça a été vraiment un avantage pour ces collégiens de savoir comment écrire un texte poétique. En partenariat avec la Bibliothèque sans frontières, l'Institut français, Helvetas, le ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales, le projet Un livre pour demain est également présent en France et en Haïti.
Direction Ségou maintenant pour faire le point du vernissage des œuvres de création contemporaine sur le changement au Mali. C'est une initiative du Centre culturel Corée de Ségou en collaboration avec le Centre Soleil d'Afrique de Bamako. Ce vernissage a regroupé dans la capitale des Balanzans les autorités administratives, culturelles, artistiques et les jeunes artistes maliens. De Ségou, les précisions de Doussou Sangari. Cette rencontre culturelle, qui est une initiative conjointe du Centre culturel Corée de Ségou et du Centre Soleil d'Afrique de Bamako, a réuni les jeunes artistes maliens pendant 10 jours à Ségou pour leur permettre de s'exprimer sur la situation actuelle et d'apporter à travers leur œuvre une contribution à la construction démocratique, à la stabilité et à la cohésion sociale. Au total, 9 tableaux et 2 vidéos ont été présentés au public. J'ai fait un retour immédiat dans nos familles, dans nos foyers. Parce que si je vois aujourd'hui que les Maliens ont perdu une grande valeur familiale, c'est ce qui nous a conduit aussi à des crises où nous en sommes aujourd'hui. Parce que j'ai dit, il faut un retour immédiat dans nos familles. Nous avons remarqué également le partenariat entre plusieurs artistes de divers horizons, de diverses formations. Mais ce qui les a réunis ici, c'est le Mali. Aujourd'hui, des questions se posent. J'ai vu un tableau avec des points d'interrogation. Cela veut dire que chaque Malien s'interroge. Comment sortir de cette situation? Et ce que vous avez réussi à faire ici à Ségou est une contribution de qualité. L'élément qui a marqué le plus le public est le Mali représenté par une tortue. Un Mali qui se cherche, qui n'arrive pas à se retrouver. Heureusement, les fils de ce beau pays, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, se sont donné la main pour sortir le pays de l'impasse. Autre sujet, il est fréquent aujourd'hui de voir circuler à Bamako et à l'intérieur du pays des véhicules sans plaque d'immatriculation ou sans plaque d'identification. Ces véhicules qui grossissent le parc automobile national devraient en principe rester parqués jusqu'à leur mise en règle. Contre les 10 véhicules est lancée depuis le 18 mai 2012 une opération de contrôle. L'objectif est de contribuer à la sécurisation des populations. Alors, comment se déroule l'opération sur le terrain et quels sont les premiers résultats? Notre équipe de reportage est allée à la rencontre des différents acteurs concernés par le sujet. C'est le dossier de cette édition. Il est réalisé par Brahma Traoré. Le parc automobile de Bamako s'est certainement décuplé pendant ces dernières années. En témoignent les embouteillages fréquents sur les principales artères de la capitale. Problème, bon nombre de ces véhicules circulent aujourd'hui sans plaque d'immatriculation ou sans plaque d'identification. On a remarqué qu'avec l'insécurité, certains opèrent à véhicules, souvent armés, et après les opérations, ils disparaissent, et aucun moyen pour nous de les retrouver. Pour des raisons de sécurité, donc, le ministre a décidé que tous les véhicules soient identifiés. On est confronté à un problème de sécurité, donc il faut tout faire pour pouvoir sécuriser la population. Parce que nous considérons que ces véhicules sont des véhicules dangereux, n'est-ce pas, dans la circulation, et dangereux non seulement pour les usagers et pour les propriétaires eux-mêmes. C'est ainsi que l'opération du contrôle des véhicules sans plaque d'immatriculation ou sans plaque d'identification trouve toute sa justification. Une opération aux allures d'une véritable chasse aux véhicules hors la loi. L'objectif de cette opération, c'est de mettre la main à des individus mal intentionnés, des malfrats, qui abordent ces véhicules, tentent d'échapper aux interpellations des agents. Nous avons mis un dispositif composé des éléments de la compagnie de circulation routière et des éléments du maintien d'ordre, MO. Donc, le matin, à 6h30 déjà, tous les carrefours désignés, n'est-ce pas, sont occupés par les éléments. Les motards aussi sortent. Il y a certains carrefours qui sont attribués aux motards. Et il y a une dizaine d'inspecteurs qui sortent, n'est-ce pas, pour superviser ce dispositif-là, voir effectivement si l'effectivité des éléments sur place. Faut-il le préciser, l'opération est menée sur l'ensemble du territoire national. Une autre précision de taille, les véhicules non dédouanés et à immatriculation CH ne sont pas concernés par le contrôle. Quand ils voient un véhicule qui avance et qui n'a pas d'immatriculation, ils l'immobilisent. Ils interpellent le chauffeur, ils l'immobilisent et ils le mettent en demeure de mettre la plaque d'identification.
S'il n'y a pas d'immatriculation, il faut au moins une plaque d'identification, c'est le CH. Le véhicule, s'il le faut, est conduit en fourrière au niveau de la CCR et le conducteur est mis en demeure de mettre la plaque. Aussitôt, après, il est remis en liberté. Et on ne garde pas le véhicule parce que l'opération n'a pas de but financier. C'est simplement, exclusivement pour des raisons de sécurité. Dans notre jargon, on les appelle des véhicules ardoises, qui n'ont rien du tout. Donc, sur le champ, n'est-ce pas, on met le numéro les 4 derniers chiffres du châssis sur le champ, les éléments eux-mêmes, et on vous dit bonjour ou bonsoir. Quand l'intérêt d'une opération est bien compris, l'adhésion devient facile. Pour les usagers de la route, le contrôle des véhicules sans plaque d'immatriculation ou sans plaque d'identification est important. C'est important. Il y a beaucoup de véhicules qui font des accidents et disparaissent sans aucun moyen de les retrouver. Je me rappelle une fois sur la route de Sénou, un motocycliste s'est fait renverser par une voiture 406 qui n'était pas immatriculée. Donc, en réalité, il ne sert à rien de courir, mais il faut partir à point. Moi, j'apprécie beaucoup votre initiative. Avec les 2 sorties effectuées le 18 et le 19, et le bilan à ce jour, c'est sur les 47 carrefours qui ont été occupés, on a pu faire au moins 71 interpellations. Et tous les véhicules ont été dotés de plaques, donc identifiés et puis remis en circulation. À ces chiffres s'ajoutent 81 autres interpellations. Cependant, certains usagers se plaignent de la lenteur administrative, tant au niveau du dédouanement que de la confection des plaques d'immatriculation. Qu'en est-il réellement? Du côté des services concernés, l'on est formel. Quand un dossier est bon, quand il y a la régularité, il n'y a aucun problème, il est tout de suite acheminé. En ce qui concerne le dédouanement proprement dit, ça ne prend pas 30 minutes. Au dépôt de la déclaration, liquidation, et puis voilà, et les restes des formalités au niveau des services du Trésor pour les paiements, ça ne prend pas du tout de temps. Nous avons 4 machines, dont une a une capacité de 1200 plaques par heure. Donc ça veut dire que les dossiers dont nous recevons sont nettement inférieurs à la capacité de notre production. Les gens ne vont pas enlever les plaques, c'est là le problème. Cette descente des forces de l'ordre et de sécurité sur le terrain a permis de faire certaines découvertes. Grâce à la fouille systématique des véhicules, 188 kg de chanvre indien et 200 litres d'alcool ont été saisis. Ces produits étaient dissimulés dans un camion et une Mercedes 190. Leur destination, la région de Caille et le cercle de Kolokani. Quand le camion est venu, on a vérifié, on n'a rien eu apparemment. Avec les flairs du policier, on a remarqué quand même qu'il y avait des planches dont la couleur était différente des planches d'origine sur le dos du camion, et préparant ainsi une caisse. Donc c'est dans cette caisse-là qu'il se trouvait 94 briques de chanvre indien dont le poids est estimé à 188 kg. Il dit qu'il a acheté ça dans les pharmacies. Quand on achète quand même un produit dans une pharmacie, tu dois avoir les documents nécessaires. Et donc, quand il va nous amener les documents nécessaires, on va vérifier et si c'est juste, on va les remettre ça. Du côté de la direction générale de la police, l'on rassure que l'opération sera permanente. Avis donc aux usagers dont les véhicules sont dépourvus de plaques d'immatriculation ou d'identification de se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Et cela va de l'intérêt de tous. Sport, football, éliminatoire Coupe du Monde, Brésil 2014. Les Aigles du Mali ont été battus cet après-midi à Cotonou par les écureuils du Bénin, 1-0. Le but béninois est l'œuvre de Razak Omotoyosi à la 19e minute. Et c'est la toute première victoire du Bénin sur le Mali en 14 confrontations. Ce match comptait pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Le Mali recevra dimanche prochain à Ouagadougou les Fennecs d'Algérie à la faveur de la deuxième journée. Championnat national Ligue 1, hier au compte de la 21e journée, le Djoliba AC a conforté son fauteuil de leader en battant difficilement le stade malien de Sikasso, un mal classé 2-1. Et en seconde heure, la Somme a pris le dessus 2-1 sur l'AS Police, compliquant les affaires aux policiers pour la suite des opérations. Le résumé de ces deux rencontres avec Siragatou Sissé. Djoliba AC, stade malien de Sikasso, match des extrêmes. Un grand fossé sépare les deux équipes.
Le leader Djoliba a longtemps souffert avant de franchir l'obstacle sikassois. À la 14e minute, Lassina Diarra ouvre le score sur un service d'Alassane Diakité. Les Rouges trouvent le tempo et bousculent les visiteurs retranchés dans leur camp. Mi-temps 1-0. En seconde période, l'entrée d'Idrissa Nama Laiko Traoré apporte un plus dans l'animation offensive du jeu djolibiste. 57e minute, le même Idrissa Nama Laiko, au prix d'un centre soigneusement travaillé, dépose le ballon sur la tête de Janvier Abouta. 2-0. Le Stade Malien de Sikasso, profitant d'un relâchement de la défense du Djoliba, réduit la marque à la 67e minute par Victor Sanou. Les Sikassois sont décidés à jouer un sale tour au Djoliba. À la 75e minute, il a fallu la dextérité du portier Ali Yirango pour empêcher l'égalisation sur ce tir canon de Hamidou Dambélé. Score final 2-1. Le Djoliba AC règne toujours en maître absolu sur le trône de la Ligue 1 avec 53 points, soit 7 longueurs d'avance sur son poursuivant immédiat, le Stade Malien de Bamako. Le Stade Malien de Sikasso, en revanche, doit batailler dur pour rester dans l'élite. Le compte à rebours a commencé. Le Djoliba AC se concentre à présent sur le choc au sommet de la 22e journée le week-end prochain face au Stade Malien de Bamako, le derby de tous les dangers. La seconde rencontre de la soirée opposait l'AS Police et la Somme. Le carton 5-0 de l'aller administré aux policiers hantait encore leur esprit. C'est pourquoi ils mettent le pied sur le ballon et tiennent bon. Mi-temps 0-0. Le match devient plaisant dans le deuxième acte de jeu. 70e minute, Boubacar Yamoutene donne l'avantage à l'AS Police à la suite d'un joli coup franc. Adama Sidibé établit la parité à la 75e minute pour la Somme, avant qu'Ibrahim Bangoura ne marque le but de la victoire à la 81e minute. Si la Somme peut espérer le maintien, l'AS Police, elle, semble à ce rythme être condamnée à descendre en deuxième division. Et nous parlons à présent du noble art qui est la boxe. La Fédération malienne de boxe, en collaboration avec la Ligue régionale de boxe, a organisé à Ségou un gala appelé Gala de l'Unité nationale. On prit part à cette compétition les ligues de boxe de Sikasso, Ségou, Mopti, Gao ainsi que du district de Bamako pour la vulgarisation de la boxe et la consolidation de l'unité nationale. Fousseni Samaki. Gala de l'unité nationale, c'est la dénomination retenue par la Fédération malienne de boxe pour le gala du noble art qui a réuni les combattants et responsables des ligues régionales de boxe de Sikasso, Mopti, Gao, Ségou et le district de Bamako. 14 combattants, toutes catégories confondues, ont pris part au rendez-vous de la cité des Balanzans. Depuis 2 ans, la Fédération malienne de boxe avait initié un programme de manière à vulgariser la boxe au niveau de l'ensemble de nos régions. Et le fait de pouvoir regrouper les boxeurs ou les responsables de la boxe au niveau de Gao, de Mopti, de Kai, de Sikasso, Ségou et Bamako est vraiment une très grande réussite. Ainsi, en 56 kg, Bakary Traoré de l'USFAS a dominé Mohamed Kondé du club Pierre Diakité. En 64 kg, l'USFASien Abdoulaye Traoré s'est imposé devant Lamine Koné de Sikasso. Chez les 69 kg, Adaman Koulibaly de l'USFAS a pris le meilleur sur Omar Keita de Ségou. Chez les 75 kg, Bouakar Dambélé du club Pierre Diakité a battu Issou Konaré de Ségou par KO. Le dernier combat de la soirée a vu un Bouakar Traoré dit Tyson de Real nettement supérieur à Adaman Konaté de Sikasso après jet d'éponge. Auparavant, les jeunes boxeurs de Ségou ont livré 2 combats d'exhibition. À Ségou, l'association des propriétaires de chevaux s'est fortement impliquée dans l'organisation de ces galas. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous, demain 10h-13h, je serai là pour ça. Et pour le soir, 18h-20h, retrouvez Nyanya Alou Traoré. Soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Nous ne vous oublions pas. Merci, bonsoir.